Merci. Je tenais à remercier mon ami Charles Mourad de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette manifestation. Bonjour. Bien. Euh, j'avais soulevé le même souci, la même remarque que Dr Ben Saïd concernant les pertes fœtales à répétition. Je me suis posé la question, où est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais travailler sur la tranche 15-25 semaines? Ou est-ce que je vais travailler sur des pertes de grossesse de façon générale? Bon, après je me suis dit, finalement, il vaut mieux être exhaustif et parler de tout en même temps. Alors, je ne sais pas, avec Enkhawal, on en a parlé, je suis arrivé un peu en retard. Euh, les avortements, de façon générale, ou les avortements représentent des motifs l'un des motifs de consultation les plus fréquents. À peu près 12 à 15% des grossesses finissent par un avortement, et cette incidence est franchement influencée par l'âge de la patiente. Alors, il est classique de distinguer les fausses couches précoces avant 15 semaines, les tardives entre 15 et 25, et puis après on parle de mort fœtale in utero ou d'accouchement prématuré quand on a dépassé les 25 semaines. Alors, quand on retient l'ancienne définition qui parle de 3 avortements consécutifs ou plus, on est sur une prévalence de 1% par rapport à la population générale. Si l'on retient 2 fausses couches ou plus, on passe à 5% des couples qui ont des difficultés à concevoir. Et depuis 2001, plusieurs sociétés savantes, notamment la Société américaine de médecine de la reproduction et le Collège américain des gynécologues obstétriciens, ont tendance à lancer les investigations à partir de 2 avortements consécutifs. Ils ont constaté que finalement, ils retrouvaient les mêmes étiologies et que le pourcentage était relativement similaire. Et cette approche un peu plus agressive se justifie encore plus chez les patientes qui sont d'un certain âge, donc au-delà de 35 ans, et qui désirent concevoir, et chez les couples qui ont eu des difficultés à concevoir depuis plus d'une année. Donc, quand on parle de fausses couches à répétition, c'est principalement des causes chromosomiques, mais les causes, le syndrome des anticorps antiphospholipides et les causes immunologiques intéressent près de 16% de ces étiologies. Les thrombophilies touchent 7%. On voit que le chiffre de bilan étiologique négatif ou d'infertilité ou de fausse couche à répétition inexpliquée peut atteindre jusqu'à 70%. Et un autre élément intéressant à noter, c'est que 7% sont quand même multifactoriels. Donc on n'est pas dans le classique unicisme de diagnostic, on cherche toutes les étiologies possibles. Alors, dans cet exposé, on va parler des causes immunologiques et des thrombophilies. Alors, dans les causes immunologiques, on a le syndrome des anticorps antiphospholipides, qui est également une thrombophilie, mais une thrombophilie acquise. On a des facteurs allo-humains et des maladies auto-immunes. Sinon, après, il y a toute la panoplie de mutations et de déficits que l'on a et que je détaillerai un tout petit peu plus sur les plaques suivantes. Donc, de quoi parlons-nous? Alors, quand on parle de thrombophilie, les thrombophilies héréditaires, en général, désignent des altérations génétiques de l'une des protéines de la cascade de la coagulation, au cours desquelles on se retrouve avec une augmentation du risque thrombotique. C'est un schéma que j'ai pris à Philippe Merviel, où il essaye de détailler un tout petit peu la physiopathologie de l'implantation. Alors, ce qui se dit, c'est que entre jusqu'à 5 semaines d'aménorrhée, on a une constitution de ce qu'ils appellent des plugs vasculaires, et ces plugs vasculaires visent à protéger donc à protéger l'embryon d'une oxygénation normale, puisque durant cette période, il a besoin de travailler, l'embryon a besoin pour se constituer d'une légère hypoxie, pour la simple raison qu'il n'a pas suffisamment de matériel pour lutter contre tout ce qui est radicaux libres. Donc, jusqu'à 5 semaines, on est plutôt en hypoxie, et puis après on passe en normoxie avec une perméabilisation de ces plugs. Donc, à échapper à cette fausse couche, on se retrouve avec une absence ou un risque d'absence d'invasion du second trimestre de 14-15 semaines, au-delà de 8 semaines, et du coup on se retrouve avec des complications type prééclampsie, retard de croissance, HELP et avortement tardif. Lorsque il n'y a pas de plug, donc d'emblée on a une anomalie de l'invasion, il y a un flux sanguin qui est déversé dans les lacs intervilleux, ce qui va aboutir à des fausses couches donc du premier trimestre, ou alors, en cas d'absence d'invasion trophoblastique de la seconde invasion, on se retrouve avec les autres pathologies que je vous ai citées.
Alors, on a la plus fréquente des thrombophilies congénitales ou héréditaires, c'est la mutation du facteur 5 de Leiden, qui transforme un facteur 5 qui le rend un peu plus résistant donc à l'action protéolytique de la protéine C activée. Vous avez les mutations du gène de la MET-H, de la MTF-HFR, qui va réduire la conversion de l'homocystéine en méthionine, et cette hyper-homocystéinémie qui va en découler va altérer l'endomètre vasculaire, la fonction cellulaire qui va favoriser donc des thromboses, notamment des thromboses trophoblastiques. Les déficits en antithrombine 3, l'antithrombine 3 étant un anticoagulant synthétisé au niveau du foie et des cellules endothéliales, ce déficit va être à l'origine d'une hypercoagulabilité. Il en est de même des déficits en protéine C et en protéine S, comme on le voit dans ce schéma. Il faut savoir que l'antithrombine 3 interagit aussi bien avec la thrombine qu'avec les facteurs 10, 9, 11 et 12. Et sur ce schéma, on voit bien que dès le moment où on a un déficit de l'un de ces facteurs, on se retrouve automatiquement avec un état d'hypercoagulabilité et donc un risque de thrombose au niveau du trophoblaste un peu plus important. Alors, classiquement, il est dit que le dépistage des thrombophilies est indiqué lorsqu'il y a des antécédents de thrombose veineuse profonde. D'ailleurs, en médecine interne, dès le moment où ils ont une thrombose veineuse profonde, ils partent sur ce bilan-là. Chez nous, en gynéco, c'est un tout petit peu moins prouvé, c'est relativement controversé, donc l'association aux avortements, et notamment en termes de thrombophilie héréditaire, est encore controversée. Comme on le voit sur ce tableau, vous voyez, il y a soit pas assez de données publiées, ou alors il y a une association qui est faible entre aussi bien le facteur 5 de Leiden que l'antithrombine, que la protéine C ou protéine S, ou les déficits en antithrombine 3. Donc à chaque fois, on est sur soit une absence de données, ou alors carrément des associations qui sont relativement faibles, donc on ne parvient pas à faire un lien de causalité franc entre ces pathologies ou cette thrombophilie congénitale ou héréditaire et les pertes de grossesse à répétition. À un moment, on avait parlé des thrombophilies paternelles et fœtales. On s'est dit, l'apport sanguin placentaire provient aussi bien du fœtus, qui est à moitié paternel, que de la mère. Et donc on s'est dit, est-ce qu'une thrombophilie paternelle transmise à l'enfant pourrait éventuellement être à l'origine d'un problème de thrombose au niveau du trophoblaste? Donc finalement, ce n'est qu'une simple hypothèse qui n'a pas été confirmée, parce que plusieurs études ont conclu que finalement il n'y avait pas d'interférence et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les avortements spontanés à répétition et une éventuelle thrombophilie fœtale héritée par le père. Le syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors depuis 2012 et bien avant, donc les critères de diagnostic sont relativement clairs. Il faut qu'il y ait un ou plusieurs pertes fœtale, donc ou perte de grossesse au-delà de 10 semaines, ou alors des cas d'éclampsie sévère ou de prééclampsie sévère qui ont été reconnus avec une insuffisance placentaire qui a été retenue comme diagnostic sur un examen anatomopathologique, ou alors que l'on ait 3 ou plus pertes consécutives de grossesse avant 10 semaines. Donc ça, c'est les éléments cliniques, associés évidemment à un élément de thrombose vasculaire. Et les critères de laboratoire, on retient les anticoagulants circulants de type lupique, les anticardiolépines et l'anti-bêta-2 glycoprotéine qui doivent être positifs. Donc il faut avoir 2 de ces éléments pour pouvoir poser le diagnostic. Donc le syndrome des anticorps antiphospholipides est une thrombophilie acquise, je l'ai dit, je le répète, et il a un statut un peu à cheval entre les pathologies immunitaires et la pathologie donc thrombotique. Ces anticorps antiphospholipides vont cibler le trophoblaste avec une perturbation de l'invasion. Il y a une sécrétion inappropriée d'ACG qui va aboutir à la forme et un déficit en facteur de croissance. Il aboutit à une apoptose du syncytiotrophoblaste, des réactions inflammatoires via le complément, et actuellement il y a beaucoup d'études qui partent dans le sens de l'exploration du complément, dans le sens de l'interface materno-fœtale. Un autre élément de recherche également, c'est l'annexine 5, qui est déplacée, quand elle est déplacée par les anticorps antiphospholipides, quand elle se fixe sur le trophoblaste, quand elle est déplacée par les anticorps antiphospholipides, ça va provoquer une hypercoagulabilité avec un risque de thrombus et au niveau des villosités choriales. Alors, les anticorps ciblent également, au-delà du trophoblaste, ils ciblent également l'endothélium, ce qui va provoquer un défaut de formation des artères spiralées. Le fait que l'on ait des anticorps antiphospholipides ne veut pas dire que l'on a un syndrome des anticorps antiphospholipides, j'en reviens encore une fois à la définition. Néanmoins,
dans ce cas, donc du syndrome des anticorps antiphospholipides, les liens de causalité sont prouvés et bien établis. Donc on sait que le syndrome des anticorps antiphospholipides, contrairement aux thrombophilies, provoque des pertes à répétition qui peuvent atteindre 25 à 67%. Une voie de recherche, mais bon, je suis remonté jusqu'en 99 où ils se sont quand même intéressés au système HLA et aux cellules NK, les cellules donc natural killer. Il y a énormément de travaux là-dessus. Je vais passer assez rapidement parce que finalement ça ne fait pas partie des recommandations. euh, ce qui est certain, c'est que l'interaction interface maternelle fœtale fait intervenir énormément les cellules NK, les cellules natural killer, avec des récepteurs, et les déficits en récepteurs peuvent être liés au système HLA. Tout ça fait que on se retrouve avec un état inflammatoire au niveau de l'interface materno-fœtale, donc trophoblastique, ce qui peut être à l'origine d'avortements à répétition souvent. Donc ça, c'est un schéma qui parle de cela. Une équipe Biman, donc une équipe de, je ne me rappelle plus le pays, a proposé ce nomogramme en fonction de l'âge et du nombre d'avortements que l'on a. Quand on est sur le 1, ben, elle propose la recherche d'anticorps donc d'auto-anticorps avec les anticorps antiphospholipides. Quand on est sur le cadre 2, ben, on va rechercher des tests vis-à-vis des cellules natural killer et une recherche des tests concernant les cytokines. Et puis quand on est sur le carreau numéro 3, ben, c'est le système HLA qui doit être exploré et puis la recherche des récepteurs vis-à-vis des cellules natural killer qui doivent être investiguées également. Les maladies auto-immunes, toutes les maladies auto-immunes, aussi bien polyarthrite rhumatoïde que le lupus, que le syndrome des anticorps antiphospholipides, le syndrome de Sjögren primaire et les myosites inflammatoires, sont très fréquentes, sont beaucoup plus fréquentes chez la femme, 9 fois sur 10 chez la femme qui est touchée, et particulièrement des femmes en âge de procréer. Et le degré d'activité de la maladie influence directement a une influence directe sur la fertilité et sur la possibilité de concevoir. Alors, dans ce contexte-là, il est recommandé quand même d'effectuer un conseil préconceptionnel vis-à-vis de ces maladies. Et il est recommandé également d'avoir un équilibre parfait de ces maladies plusieurs mois avant la survenue de la grossesse. Ils sont en train de pousser de plus en plus dans leurs recommandations d'avoir recours à de la médecine de la reproduction, de l'AMP, chez ces patientes-là, histoire de pouvoir contrôler un tout petit peu les maladies et l'évolution des maladies. Le diabète de type 2, il est quand même à noter que 5 à 14% des diabétiques de type 2 ont des auto-anticorps, sont porteurs d'auto-anticorps. Il y a une voie de recherche qui vise à rechercher ces auto-anticorps chez les femmes diabétiques de type 2, qui pourraient peut-être avoir des avortements spontanés à répétition également. Mais bon, c'est d'un niveau de preuve assez faible. J'en ai parlé parce que dans notre population, on a beaucoup de patients diabétiques, que ça pourrait être intéressant à chercher chez nous. Les autres pathologies de l'hémostase, vous avez les déficits en fibrinogène et en facteur 13. Donc tout ce qui est hypofibrinogénémie, afibrinogénémie et déficit majeur en facteur 13 sont à l'origine de fausses couches à répétition relativement précoces. En ce qui concerne les afibrinogénémies et les hypofibrinogénémies, ça fait partie des causes d'hématomes rétroplacentaires à répétition, notamment d'hématomes rétroplacentaires du deuxième trimestre. Et il est recommandé de démarrer une substitution par le fibrinogène à partir de la 4e semaine d'aménorrhée. En ce qui concerne le facteur 13, c'est à partir de la 5e semaine d'aménorrhée. On peut se vanter, à Hoffman, d'avoir donné naissance à un enfant chez une femme qui a une afibrinogénémie, la patiente va bien et le bébé va bien. C'est un exploit parce que les cas de la littérature sont très très rares. C'est des femmes qui ont du mal à tomber enceinte, déjà, parce qu'il y a un problème d'invasion trophoblastique qui peut pas se faire, vu qu'il y a pas de fibrinogène, donc elles ne coagulent pas, et elles ont souvent tendance à décoller très tôt. Quand ça marche, ben, elles avortent. Bon, la patiente en question, elle avait avorté déjà, elle a eu déjà 2 avortements avant qu'on puisse mener celle-là à terme, et ça a nécessité beaucoup d'efforts de la part de toute l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'investigation et en termes de thérapeutique? Alors, en termes d'investigation, je voulais juste vous montrer cette plaque, histoire de vous montrer le nombre d'auto-anticorps et d'anticorps que l'on peut rechercher rien que dans le cadre du syndrome des anticorps antiphospholipides.
La SRM, euh, voilà. Donc, en termes de syndrome des anticorps antiphospholipides, il est recommandé de rechercher les anticorps anticardiolipines, les anticorps lupiques anticoagulants et le bêta-2, l'anticorps donc bêta-2, glycoprotéines de type 1, aussi bien IgG et IgM. Euh, En termes de les thrombophilies, il n'y a aucune recommandation, sauf lorsque on a des antécédents de thrombose personnelle ou des antécédents familiaux de thrombose. Et dans les pathologies auto-immunes, alors il n'est pas recommandé de faire une recherche dans le système HLA ou en termes de cytokines ou en termes de récepteurs KI. Donc pour le moment, c'est réservé à des voies de recherche. Donc ça, c'est les différents anticorps. Alors évidemment, vous avez les anticorps qui sont réellement recommandés, et puis d'un autre côté, vous avez les anticorps qui sont encore en cours de controverse et qui sont proposés dans le cadre d'études scientifiques, notamment les IgG, IgM, anti-annexine et les antifacteurs 12 et les anticorps antiprothrombine. Donc c'est des éléments qui sont entre guillemets recommandés avec un conditionnel, notamment dans les études. Ça, c'est les recommandations de l'ESHRE. C'est un schéma qui va se reproduire. Donc, les recommandations concernent les anticorps antiphospholipides alors, contrairement aux Américains, les Européens recommandent la recherche des anticorps antithyroïdiens. En termes d'immunologique, seulement dans le cadre de recherche, tout ce qui est anticorps antinucléaires et le système et les explorations dans le système HLA. Les recherches en termes ou les dépistages des thrombophilies héréditaires n'est pas recommandé de façon courante, mais il est recommandé dans le cadre de recherche scientifique pour le moment. Donc, quelle est la valeur du dépistage des thrombophilies? Ben, non, il n'est pas recommandé. Voilà. Bon, ça a changé. Donc, comme je l'ai dit, il n'est pas recommandé. Les anticorps antinucléaires pourraient être considérés comme étant intéressants dans un contexte d'exploration scientifique. Pour ce qui est des pathologies immunologiques, uniquement chez les Scandinaves. Il est recommandé dans les sociétés européennes, donc uniquement chez les Scandinaves. Ça, c'est les recommandations des sociétés allemandes, suisses et autrichiennes. Ça rejoint un tout petit peu, les recommandations américaines et européennes. En ce qui concerne les états dysimmunitaires, il n'y a pas d'évidence de recherche ou d'exploration en ce sens. Ça va se répéter ce que je vais vous dire là. Donc en termes de thérapeutique, la SRM recommande l'aspirine et associée soit à de l'HNF, donc de l'héparine non fractionnée, ou alors de l'héparine de bas poids moléculaire, dans le syndrome des anticorps antiphospholipides. En termes de thrombophilie, aucun traitement n'est recommandé dans le cadre des avortements spontanés à répétition, sauf si on a des antécédents de thrombose veineuse. Autrement, ça ne l'est pas. Dans les infertilités inexpliquées, à un moment, on avait proposé les immunoglobulines en IV et l'immunomodulation, mais là aussi, ce n'est pas recommandé. L'ESHRE rejoint un tout petit peu les mêmes recommandations. Voilà. Il y a un souci avec la... Ça a bloqué encore une fois. Alors, juste un petit mot d'immunomodulation. Alors, on a une gamme croissante de médicaments de thérapie immunitaire, les stéroïdes, l'hydroxychloroquine, les immunoglobulines intraveineuses, les intralipides, les facteurs de stimulation des colonies de granulocytes. Et on a de plus en plus de traitements type progestérone, thyroxine, les régimes sans gluten, la supplémentation en vitamine D. Pour le moment, l'ESHRE ne recommande pas leur utilisation et à la limite déconseille leur utilisation, en particulier les corticoïdes à cause de leurs effets indésirables. Donc là, c'est les recommandations de l'ESHRE
Donc l'immunisation lymphocytaire, non. Et c'est l'évidence est forte. Les immunoglobulines en IV, non également, et c'est une évidence forte. Et les glucocorticoïdes également, c'est une évidence forte, en plus des effets indésirables des médicaments. Une revue de la Cochrane de 2014 rejoint un tout petit peu, il n'y a aucun bénéfice évident de l'utilisation de toutes les thérapeutiques d'immunomodulation en termes d'avortement spontané à répétition. Alors, je conclus. Il y a un large éventail de pathologies, et comme a dit tout à l'heure mon Béchir, effectivement, chacun pourrait éventuellement, chacune de ces pathologies pourrait à elle seule faire état d'une longue matinée de discussion. La physiopathologie est pas toujours évidente et on découvre tous les jours de nouveaux récepteurs et de nouveaux médiateurs de cette physiopathologie. Le véritable souci, c'est que les critères diagnostiques et le panel d'investigation biologique ne sont pas standardisés, ce qui fait qu'on a une certaine disparité en termes de résultats. Chacun d'entre nous sait que, ou du moins les gens qui s'occupent peut-être un peu plus de fertilité et d'échecs d'implantation, avaient remarqué que l'utilisation du plaquenil améliorait un peu les résultats. Chacun d'entre nous a une ou deux patientes qui sont parvenues à avoir des grossesses quand même, alors qu'il est dit que non, finalement, ça ne marche pas. Il faudrait peut-être revoir la classification de ces pathologies, revoir leur stratification, revoir la méthodologie des bilans qui sont effectués, parce que tous les bilans ne sont pas équivalents et toutes les techniques ne sont pas équivalentes. Donc cette disparité fait que l'on a des recommandations qui sont assez restrictives, avec plusieurs thérapeutiques qui sont recusées, entre guillemets recusées, mais bon, personne nous empêche de continuer et de tester. Et tout le monde se rejoint sur l'aspirine et les HBPM, quoique même les HBPM, il y a des questions qui se posent concernant l'intérêt des HBPM, et les gens recommandent beaucoup plus l'héparine non fractionnée plutôt que l'HBPM. Donc les études sont validées sur l'HNF plutôt que sur l'HBPM. Voilà, je vous remercie.